Après, chaque couple qui voyage gère son truc différemment, mais moi je trouve que, enfin, en fait, c'est too much, quoi. Quand t'es avec quelqu'un pendant 24 heures sur 24, c'est cool aussi de faire des choses tout seul, de rencontrer des gens toute seule, et que les gens, quand ils te parlent en tant qu'individu et pas que en tant que couple, quoi. Et même, on s'est rendu compte qu'en fait, des fois, il y avait des choses, on n'avait pas envie de faire exactement la même chose. Et en fait, tu dis, bon, bah, soit tu fais une concession, mais en fait, t'es là, bon, bah, en fait, on n'est pas non plus obligé de se forcer. Enfin, en fait, il y a pas de souci de se séparer 2 ou 3 jours et de se retrouver dans 3 jours. Et voilà, si on a envie de faire des choses différentes, bah, on n'a qu'à faire des choses différentes. On n'est pas obligé d'être. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. J'étais habituée à faire du stop. Je trouvais que c'était une bonne façon de rencontrer des locaux, en fait. Enfin, c'est vraiment top. Tu rencontres les gens dans le pays, t'apprends la langue. Des fois, tu te fais inviter, héberger le soir, donc t'as même pas besoin de chercher de logement, c'est encore plus simple. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue Florence, bienvenue dans Émergence. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors bonjour, donc moi je m'appelle Florence et en fait je fais le tour du monde en stop, autostop et bateau stop depuis plus de 7 ans maintenant. Bon, ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire. Je suis partie en 2013, juillet 2013, et là je suis à la fin de mon tour du monde, mais là je suis bloquée un peu en Afrique du coup avec le Covid. Et à la base, tu comptais partir aussi longtemps parce que 7 ans, c'est quand même un gros voyage. Non, à la base j'avais prévu de partir 2 ans. Et en fait, au tout début de mon voyage, quand je me suis rendu compte des distances au Brésil, je me suis dit non, bah en fait, j'ai complètement sous-estimé la taille de la planète. Donc je me suis dit 3 ans. Et puis après de là, d'année en année, j'ai rallongé d'une année, une année. Voilà. Et on arrive à 7. Et comment t'es venue l'idée de faire ce voyage ? Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton parcours ? Comment t'en es arrivé là ? Bon, en gros, faire le tour du monde, moi, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, depuis que j'étais ado. Mais en fait, j'avais toujours repoussé parce qu'il fallait finir le lycée, fallait finir les études, fallait trouver un boulot parce que fallait quand même mettre un peu d'argent de côté avant de partir. Donc ça a été repoussé, mais j'avais toujours cette idée de faire le tour du monde. Et après, en fait, moi, ce que je voulais absolument faire, donc j'avais fait quand même pas mal de voyages de 1 mois ou 2 mois. J'étais partie aller vivre à l'étranger aussi. Et en fait, moi, ce que j'avais l'idée pour mon tour du monde, c'était de partir un peu avec une durée illimitée, quoi, de pas avoir un billet de retour, de prendre le temps, voilà, autant que je le veux. Et du coup, pour faire un voyage comme ça, sans limite de temps, fallait que je parte avec un petit budget pour que mon argent me dure plus longtemps. Donc je me suis dit, soit j'y vais à pied, soit j'y vais en vélo, soit j'y vais en autostop. Donc à la base c'était plus une raison économique en fait, le fait de faire en autostop. Et en fait vu que moi j'étais habituée à faire de l'autostop en France et en Europe, voilà, et que je trouvais ça sympa comme moyen de locomotion pour rencontrer du monde, du coup j'ai décidé de faire ce tour du monde en autostop. Donc c'est une contrainte, on va dire, économique qui t'a poussé à faire l'autostop, sinon t'aurais fait d'autres moyens. Bah, il y avait ça, et après il y avait le côté, en fait vu que j'étais habituée à faire du stop, je trouvais que c'était une bonne façon de rencontrer des locaux, en fait. Enfin, c'est vraiment top. Tu rencontres les gens dans le pays, t'apprends la langue. Des fois, tu te fais inviter, héberger le soir, donc t'as même pas besoin de chercher de logement, c'est encore plus simple. donc voilà. Donc ça, c'était les deux raisons. Non, il y avait le côté aventure. Donc le côté aventure, rencontre, et puis le côté économique. C'était les deux motivations, quoi. Et ton voyage, t'as commencé par un bateau stop pour traverser l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Ouais, alors en fait moi j'avais jamais fait de bateau stop, donc moi ça me paraissait vraiment le truc genre trop dur, donc voilà, donc je me suis dit bon, je sais pas combien de temps ça va me prendre de trouver ce bateau stop, donc et puis donc j'ai intérêt à commencer par ça. Je vais essayer de trouver de la France directement, comme ça en attendant je peux toujours attendre chez mes parents. Si ça met 2 mois, 3 mois, 4 mois pour le trouver, quoi. Puis en fait le bateau je l'ai trouvé en 3 semaines. En fait j'ai fait une petite vidéo avec une amie, une vidéo de présentation que j'ai envoyée à des compagnies de convoyage, que j'ai envoyée sur des sites internet, tout ça. Et en fait j'ai eu un email de réponse d'une compagnie de convoyage qui m'a dit que en effet ils avaient un bateau qui était prévu pour partir au Brésil et que je pouvais les joindre si je voulais.
Donc voilà. C'est quoi une compagnie de covoyage? Juste pour préciser. En fait, la compagnie de convoyage, c'est une compagnie de livraison de bateaux. Donc là, dans mon cas, en fait, c'était un bateau neuf qui avait été construit en Vendée et ils allaient le vendre à un acheteur brésilien. Et donc l'intermédiaire, en fait, c'est la compagnie de convoyage qui s'occupe d'installer le bateau dans l'eau, de faire les derniers arrangements et de trouver le skipper et de payer le skipper, voilà, qui part. Mais du coup, le skipper, il cherchait 2 volontaires, donc il m'a pris moi et puis un autre gars et puis on est parti au Brésil. Et le volontaire, toi, tu l'as aidé sur le bateau en fait. Quand t'es sur un voilier, il faut toujours que quelqu'un soit réveillé 24 heures sur 24. En fait, on faisait des rondes, ça s'appelle des quarts en fait. On faisait des quarts, donc c'est-à-dire nous, on avait un rythme où on avait 3 heures où on était responsable de voir si tout se passait bien, et après on avait 6 heures de pause. 3 heures, 6 heures, 3 heures, 6 heures, et en fait on a tourné comme ça 24 heures sur 24 pendant un mois. Et donc cette traversée, elle t'a coûté 0. Elle m'a juste coûté le prix de la nourriture. Voilà, on allait faire les courses ensemble et on a divisé le prix du ticket de caisse au supermarché, mais voilà, c'est tout. Voilà, super. Et donc là, t'arrives au Brésil, si je comprends bien, et là, tu fais 2 ans dans les Amériques. Ouais, j'ai fait, même plus que ça, j'ai fait presque 2 ans en Amérique latine, donc j'ai fait tout un tour d'Amérique latine, et ensuite une 3e année en Amérique du Nord. Donc en tout, j'ai bien pris mon temps au début. Après, j'ai accéléré un peu plus, mais ouais, au début, j'ai bien pris mon temps. J'ai déjà fait l'Amérique du Sud. La question de la sécurité en stop, elle revient souvent, et encore plus quand on est femme. Est-ce que toi, t'as ressenti du danger, de l'insécurité là-bas? C'est loin dans mes souvenirs. Je dirais si au tout début, je me souviens que j'étais hyper mal à l'aise parce qu'en fait, c'est une question hyper commune en Amérique latine que les gens te demandent. Genre, tu montes dans la voiture, ils te demandent ton nom, et la deuxième question, c'est est-ce que t'es marié, est-ce que t'as un copain, est-ce que t'as des enfants? Et du coup, moi, en fait, le fait qu'ils me demandaient si j'étais mariée ou si j'avais un copain, tout de suite, ça faisait hyper, je sais pas, ça me mettait hyper mal à l'aise d'entrée de jeu, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il en a à faire que j'ai un copain ou pas? Enfin, ouais, bref. Donc j'étais mal à l'aise, mais en fait après je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste une histoire de différence culturelle et qu'en fait eux c'était juste normal de poser la question, quoi. Que j'avais pas besoin de me sentir en danger pour ça, quoi. Et pareil, il y a eu plein de trucs après ça m'arrivait de faire du stop la nuit, mais après j'ai eu un peu des petites mésaventures, donc après j'ai vraiment fait attention de plus faire de stop la nuit. Même si malheureusement, même si ça m'arrive encore des fois parce que je suis pas arrivée à destination et je me retrouve à faire du stop de nuit, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà. Mais non, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ça allait. Enfin, niveau sécurité en Amérique latine, quoi. Après, oui, il faut pas sortir la nuit, mais ça n'a pas de rapport avec le stop. Faut pas sortir la nuit dans des quartiers que tu connais pas ou en centre-ville. Voilà, le sac à dos, tu le lâches pas d'un œil. Enfin, je l'avais toujours sur moi, mon petit sac à dos. Donc voilà, quoi. Moi, je me suis rien fait voler en Amérique latine, quoi. Donc alors que je me suis fait voler plein de trucs en France. Donc voilà. Comment? Et comme quoi, le danger vient pas de où on le pense, quoi. Bah, je pense aussi en France, je faisais pas gaffe, quoi. En Amérique latine, vu que j'étais en mode voyage et que tous les voyageurs que j'ai croisés en Amérique latine se sont tous fait voler quelque chose. Moi, j'ai fait vraiment hyper gaffe à mes affaires et j'ai pas eu de soucis, du coup. Et ça me permet de rebondir sur un point important. T'as parlé de ton sac. Qu'est-ce qu'on prend pour un voyage de 7 ans dans son sac à dos? J'ai pris des habits pour une semaine. J'ai un ordi qui est beaucoup trop lourd. J'ai une caméra, un appareil photo, mais qui fait de la vidéo aussi. J'ai un sac de couchage, j'ai un tapis de sol. J'avais une tente, mais je l'ai plus. J'ai une petite trousse de secours, j'ai ma trousse de toilette, j'ai disque dur externe. J'ai ma paire de chaussures de randonnée que j'ai sur moi, et en plus j'ai une petite paire de tennis et une paire de tongs. J'ai quoi d'autre? Après j'ai mes petits papiers, tout ça. En gros, tout tient dans un grand sac sur mon dos. Et dans mon petit sac à l'avant, c'est là où je mets toutes mes affaires qui ont de la valeur, en fait. C'est le petit sac que je garde avec moi partout. Donc au final, t'as pas grand-chose. Bah au final, j'ai quand même 20 kilos. Hein. Ah, 20 kilos quand même. Ah oui,
Je comprends pourquoi tu marches pas tout le temps avec et qu'il faut que tu fasses du stop. Ouais. Non, il est quand même assez. Pourtant, j'élimine à chaque fois et là, j'ai plus rien. Hein. J'ai presque plus rien de mon. Bah, le sac en lui-même, c'est le même, mais de toutes les affaires que j'ai, enfin, il y a rien qui est. J'ai plus aucune affaire de mon début de voyage. Quoi. Tout a été remplacé au fur et à mesure, quoi. Et là, tu as parlé que tu avais une tente avant, un sac de couchage, et tu as dit aussi que souvent le stop, tu trouvais des gens chez qui dormir. Comment ça se passe justement? Tu fais un peu comme l'émission J'irai dormir chez vous, tu t'incrustes à chaque fois chez les gens pour dormir. Ça se passe comment à ce niveau-là? Non, moi j'ose pas. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse quand même avant la fin de mon tour du monde, mais je sais pas, en même temps, j'ose pas m'imposer chez les gens et leur demander. Donc en fait, soit les gens me demandent d'eux-mêmes, et donc c'est cool, je vais chez eux. Et ça arrive assez souvent en fait, que ça se passe naturellement comme ça, que j'ai pas besoin de demander. Soit les gens m'invitent chez eux, soit je trouve des gens en fait sur le site internet Couchsurfing. Mais ça c'est plutôt dans les grandes villes souvent. Et après j'ai ma tante. Et après des fois je vais dans des petits hôtels. En fait ça dépend si le pays est pas cher. Des fois je vais dans des petits hôtels si je m'arrête toi juste de passage dans la ville. Donc voilà, un peu un mélange de tout ça. Mais au final, je paye assez peu souvent mon logement. Et là, tu parles d'un point important, c'est le budget. Ça fait 7 ans que tu pars. Ça se passe comment au niveau budget sur 7 ans? Bon, je suppose que tu as dû travailler pendant ces 7 ans un petit peu au long de tes voyages. J'ai vu que tu as un peu travaillé en Nouvelle-Zélande. Mais combien on a besoin d'argent pour faire ce type de voyage? Comment ça se passe? Alors, moi, je me suis mis un budget de $10, on va dire 10 euros. 10 euros par jour. Donc en arrondissant, sachant que, bon, toi, faut quand même que je m'achète genre une bonne paire de chaussures par an, que j'ai une assurance à payer, tout ça. On va dire, on arrondit genre à 4000 euros pour une année. Donc voilà. Après, moi, j'avais pas mal économisé avant de partir. J'avais déjà 20 000 euros. Après, j'ai bossé en Nouvelle-Zélande, en Australie, fait des boulots freelance comme caméraman et photographe. J'ai fait des articles pour une agence de voyage et après j'ai fait des conférences aussi. Principalement, l'idée c'est de réussir à vivre avec un petit budget pour que l'argent dure plus longtemps, quoi. Après 10 euros, ça peut sembler peu. Après, moi, je connais des personnes qui voyagent avec encore moins que ça, donc c'est pas non plus obligé d'avoir 20 000 euros de côté avant de partir et c'est pas obligé d'avoir un budget de 10 euros par jour non plus, quoi. C'est possible de faire avec moins que ça aussi. Je dis ça pour assurer ceux qui n'ont pas d'économie du tout et qui voudraient faire qui voudraient faire la même chose. Non, mais c'est un point intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que de toute façon, le transport, t'as pas à le payer presque. T'as juste à payer de quoi te nourrir en fait, et parfois les à côté de la vie comme une paire de chaussures, des aléas, mais le logement et le transport, les deux coûts principaux, en fait, t'as pas à les payer. Ouais. Bah, le logement un petit peu, mais après justement c'est ça. Il y en a, en fait, il y a certains voyageurs en fait pour baisser encore le coût, ils enchaînent les volontariats, donc ils sont logés, nourris et ils vont de volontariat en volontariat en stop. Et là, du coup, ton budget il est quasiment nul, quoi. Après moi j'ai fait quelques volontariats, mais assez peu pour être plus libre de bouger comme je voulais. Mais bon, c'est aussi une façon de voyager qui est possible, quoi. Et dans ce mode de voyage, après 7 ans de voyage, qu'est-ce que tu as aimé et pas aimé? Parce que je pense qu'il y a pas que des choses positives, il doit y avoir aussi des inconvénients. Quelles ont été les conclusions de ce type de voyage? Bon, je pense que tu aimes ça parce que ça fait quand même 7 ans, mais qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de cette expérience? Qu'est-ce que j'ai aimé pratiquement tout. Et ce que j'ai moins aimé, pour moi, la plus grosse difficulté, en fait, vu que ça a duré longtemps, c'était de pas passer des moments avec mes amis, de rater tous les mariages de mes potes, tous les moments, tous les anniversaires, les choses comme ça, quoi. C'est voilà, d'avoir été loin de mes amis. Mais après, pour le voyage en lui-même, non, c'était super. Enfin, c'était même mieux que ce que j'aurais pu, que ce que j'avais espéré avant mon départ, quoi. Alors, j'imagine avec toutes les rencontres que tu as fait, tous les pays que tu as traversés. Et là, est-ce que bon, je vais pas pouvoir citer tous les pays que tu as fait parce qu'il y en a un nombre assez conséquent. Est-ce qu'il y en a qui ressortent, qui t'ont surpris pendant ce voyage?
Bah déjà le Brésil, je pense, parce que c'est le premier pays où je suis arrivée quand on a débarqué en voilier. Euh, ouais, si, bah en fait ça contrastait complètement avec un mois de mer où on était dans le silence et dans le calme, et t'arrives au Brésil et tout le monde danse et c'est la fête dans la rue. C'était pas du tout l'image que je m'en faisais. Nous on a accosté à Bahia, qui est un état, qui est une région en fait où je crois 90% de la population est noire. Et donc c'est pas du tout l'image que j'avais en fait du Brésil, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une majorité de gens noirs dans la région. Quoi d'autre qui m'avait choqué? Bah les chiens dans la rue, les chiens errants, tous les barbelés au-dessus des maisons et des portes et tout. Je me souviens que ça avait été un peu un choc, quoi, après un mois de mer. Après, les pays qui m'ont plus, bah après c'est plus des régions en fait que des pays qui m'ont marqué, quoi. Moi j'ai adoré la Patagonie, donc sud de l'Amérique latine, l'Alaska, la forêt amazonienne, quoi d'autre? Ouais, la Birmanie, toute la région nord Vietnam, sud de la Chine, euh, et, et voilà. La Tanzanie aussi en Afrique. Et un point important, t'as passé aussi le Pacifique, sauf que là, tu l'as pas passé en voilier, tu l'as passé en porte-container. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà pourquoi pas le voilier et comment t'as fait pour aller dans un porte-conteneur, faire du stop-conteneur? Je sais pas si ça se dit, mais ça doit être un peu Ouais, ce mode-là. du cargo stop. Alors en fait, j'ai écrit à plein de compagnies de cargo en expliquant mon projet, et j'aurais offert en échange d'une place à bord de leur cargo que de leur faire des photographies promotionnelles pour leur compagnie, ou de leur faire une petite vidéo. Et j'ai vraiment écrit beaucoup de mails, hein. Je me suis mis à fond pendant 3 semaines. J'ai envoyé des centaines de mails, et j'ai eu une réponse positive d'une compagnie allemande, qui d'ailleurs n'existe plus. Mais voilà, c'était une petite compagnie allemande de cargo, et eux ils m'ont dit ouais, ok, on est intéressé par les photos, on peut t'emmener avec nous, quoi. Alors que normalement c'est une compagnie qui est habituée à prendre les passagers, mais qui fait payer la place à, je crois que c'est 100 euros la journée, quoi. Donc là c'était 15 jours, donc tu vois, ça aurait fait quand même un voyage à 1500 euros, euh, donc voilà, donc c'était quand même super cool de pouvoir faire ce voyage gratuitement et en échange de photos. Et en fait, moi, c'était cool parce que du coup, ça me donnait un peu une excuse. Ce travail photographique que j'avais à faire, c'était un peu l'excuse pour aller voir les gens, pour leur poser des questions quand ils travaillaient sur le ponton, dans les cabines, à la cuisine, enfin un peu partout, de visiter tous les recoins du cargo et tout, quoi. Donc c'était super intéressant, c'était une bonne expérience. Et ça, tu le fais souvent. Je sais pas si on l'a précisé, mais tu as quand même une formation de journaliste. Est-ce que tu utilises souvent en fait tes compétences professionnelles pour essayer justement d'avoir des contreparties comme là le transport sur un porte-conteneur? Ouais, en fait alors quand c'était pas des voiliers, donc quand c'était des voiliers, j'ai aidé comme équipière en échange, et quand c'était des ferries ou même des avions, parce que j'ai même fait de l'avion stop. En gros, à chaque fois, ce que je proposais, c'était ça. Je proposais de leur offrir des photos ou une petite vidéo en échange qui m'emmène à bord. Donc ouais, du coup, ça m'a quand même servi, ces compétences-là. Et puis après, ce qui m'a servi aussi, je pense, ce que j'ai appris avec mon boulot de journaliste, en fait, c'est d'essayer de trouver les bons contacts, la bonne personne à contacter qui peut-être pourra m'ouvrir une porte, etc. Donc tout ce qui était recherche de contact et tout, qui prend pas mal de temps aussi, ça m'a aidé à ce niveau-là, quoi. Juste après ce voyage, tu es arrivé en Nouvelle-Zélande et moi il y a un point qui m'a surpris, c'est que tu vis une relation amoureuse depuis quelques années. Elle est à distance parfois, hein, parce que j'ai l'impression que lui aussi voyage un peu à droite à gauche. Vous êtes tous les deux assez nomades. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà la rencontre et comment vous gérez cette relation à distance? Parce que toi, si tu continues ton tour du monde, lui, j'ai l'impression aussi qu'il voyage à droite à gauche. Parfois, vous vous retrouvez. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ouais, non, mais en fait, moi, je considère pas que c'est une relation à distance. En fait, on est ensemble la plupart du temps. En fait, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans maintenant.
Et en fait, depuis, on voyage ensemble. Juste lui, en fait, il y a eu des moments où on a été séparés, mais en fait, on a été beaucoup plus souvent ensemble que séparés. Lui, il est parti bosser 3 mois il est retourné 3 mois en Nouvelle-Zélande. Après, il était parti 4 mois aux États-Unis. Et là, cette année, il était parti à nouveau 3 mois en Nouvelle-Zélande, mais vu qu'il y a eu le Covid, en fait, ça a duré 5 mois. Donc voilà. Mais en fait, à part ces 3 moments où il est retourné où il est parti travailler pour quelques mois, on a toujours été ensemble, en fait, quoi. Et après, nous, quand on voyage ensemble, on a l'habitude, en fait, de se séparer au moins un week-end par mois. Pour faire un truc un peu chacun de notre côté et prendre un peu l'air. Et parfois, ça arrive que ce soit un peu plus longtemps. Genre, par exemple, le Soudan, où j'ai traversé le Soudan toute seule pendant 2 semaines. Il y a eu quoi d'autre? Ah ouais, j'avais fait un stage de méditation en Afrique du Sud pendant 10 jours. Donc pareil, ça, j'y suis allée toute seule. En Malaisie, j'étais allée dans une ferme pendant 1 semaine, toute seule. Donc voilà. Des fois, on se sépare un peu, mais en fait, on est quand même ensemble la plupart du temps, quoi. Et vous vous séparez parce que vous avez besoin de votre espace à vous, parfois votre solitude? Ouais, carrément. Moi, je trouve, enfin, après, chaque couple qui voyage gère son truc différemment, mais moi, je trouve que, enfin, en fait, c'est too much, quoi. Quand t'es avec quelqu'un pendant 24 heures sur 24, c'est cool aussi de faire des choses tout seul, de rencontrer des gens toute seule, et que les gens, quand ils te parlent en tant qu'individu et pas que en tant que couple, quoi. Et même, en fait, ça, on s'est rendu compte qu'en fait, des fois, il y avait des choses, on n'avait pas envie de faire exactement la même chose. Et en fait, tu dis bon bah soit tu fais une concession, mais en fait t'es là bon bah en fait on n'est pas non plus obligé de se forcer. Enfin en fait il y a pas de souci de se séparer 2 ou 3 jours et de se retrouver dans 3 jours et voilà, si on a envie de faire des choses différentes, bah on a qu'à faire des choses différentes. On n'est pas obligé d'être on est déjà collé la plupart du temps. On n'est pas obligé d'être collé tout le temps quand on peut faire des petites exceptions. Là, je pense, j'étais au Cameroun. Le confinement, je sais même pas ce qui s'est passé là-bas en termes de confinement au Cameroun, mais ça, vous l'avez pas fait ensemble, si je comprends bien, parce qu'il est bloqué en Nouvelle-Zélande. Comment ça s'est passé un peu cette période? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, on est au mois de bientôt décembre, on est fin novembre. Comment toi ça s'est passé? J'ai vu que ça a un peu stoppé ton voyage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet événement quand même qui t'a impacté ton voyage? Ouais, alors en fait, moi je suis arrivée mi-mars. J'ai traversé la frontière du Cameroun. Je me doutais que les frontières allaient bientôt fermer. Déjà, j'ai réussi à sortir de l'Angola 1 semaine avant que les frontières terrestres ferment. Donc j'ai eu chaud. Et en fait, ils parlaient déjà donc il y avait déjà certains pays qui fermaient leurs frontières. Je crois que la France venait d'annoncer qu'elle fermait ses frontières. En Europe, ils annonçaient ça. Donc je me suis dit, oulala, ça va être pareil en Afrique. Donc je vais me dépêcher. Je vais essayer d'avancer au maximum parce que je me disais bon, je dois avoir encore 1 ou 2 semaines de délai quoi avant qu'ils prennent une décision en Afrique et parce que le Covid est arrivé après en Afrique, donc je me disais bon, ils vont attendre, tu vois, ils sont peut-être pas pressés de fermer les frontières tout de suite, il y a pas encore trop de cas, ils paniquent pas encore trop. Et en fait je suis arrivée au Cameroun. Et après avoir passé la frontière, j'arrive dans un petit village et j'achète une carte SIM pour me connecter à Internet. Et là, je vois en regardant les news que le gouvernement du Cameroun vient d'annoncer la fermeture des frontières. Donc en fait, je suis passée je vais être une dernière personne qui est rentrée au Cameroun. Et voilà. Et en fait, du coup, j'étais coincée au Cameroun. Donc j'ai dû trouver des plans hébergement déjà. Et donc ça c'était en mars. Et en fait, donc le premier truc que j'ai fait, on m'a prêté un appart. Tu veux tout le détail ou pas? Parce que c'est un peu long en fait, ça a duré quand même 8 mois. Bah ouais, mais ça nous intéresse. Je pense que ça fait partie de ton voyage et t'as dû t'adapter quand même à un événement, on va dire, qui arrivera pas tous les jours. Voilà comment ça s'est passé déjà au Cameroun et comment toi t'as vécu ça de ton côté. Ouais, alors en fait, je suis arrivée une copine de copine qui était bloquée elle en France, mais qui vivait au Cameroun, m'a prêté son appart au Cameroun. Pour l'anecdote, en fait, c'est une personne qui bosse à l'ambassade de France du Cameroun, et donc en fait son appart est dans l'ambassade. Donc en fait j'ai habité dans l'ambassade pendant 1 mois, et en fait il y a assez peu de logements. La plupart des gens qui bossent à l'ambassade vivent en dehors, mais il y a 4-5 personnes qui vivent dans l'ambassade, et puis elle en faisait partie. Et en fait j'étais assez rassurée d'être sous haute sécurité et tout ça, parce que c'était un peu chaud au début. Enfin, tu vois, à chaque fois que j'allais dans la rue, je me faisais traiter de coronavirus, rentre chez toi la blanche, tu nous apportes la maladie, tout ça. Enfin, en fait, j'avais un peu peur que tu vois que ça puisse dégénérer. Et en fait, bon, ça a pas dégénéré. En fait, avec le temps, ça s'est juste calmé. Les gens ont arrêté de dire ces trucs-là, quoi.
J'étais pas forcément à l'aise de sortir dehors. Et puis en plus, il y avait la grosse psychose. On savait pas trop encore ce que c'était, à quel point c'était grave ou pas. Donc, je suis restée confinée, mais le confinement était pas obligatoire. Par contre, le masque est devenu obligatoire assez rapidement. Et voilà. Mais les bars et les restos ont été fermés pendant 1 ou 2 mois, je crois. Fermés juste le soir. Puis ça a rouvert. Donc voilà. Donc je dirais en fait, le Cameroun a un peu tourné au ralenti pendant 2-3 mois. Enfin, il y avait plein de mesures. Par exemple, les taxis, ils n'avaient pas le droit d'emmener 6 personnes comme ils font d'habitude. Ils avaient le droit d'en emmener que 3, des choses comme ça. Donc tout a un peu tourné au ralenti pendant 2-3 mois, mais après c'est devenu complètement revenu à la normale. Enfin maintenant c'est complètement revenu à la normale quoi. Alors ensuite 1 mois à l'ambassade. Ensuite j'ai trouvé donc grâce à Facebook, groupe expat au Cameroun quoi. J'ai mis une annonce sur ce groupe et donc j'ai trouvé une ah oui, les écoles ont fermé aussi au Cameroun. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Je me suis dit mais il y a bien avoir des parents qui seraient contents d'avoir quelqu'un qui fasse l'école à leurs enfants. Donc j'ai proposé. J'avais trouvé une famille italo-congolaise donc qui m'a logé nourri pendant 2 mois et en échange je faisais l'école à la petite tous les matins. Et après pendant 1 mois, je suis allée vivre dans l'appart, enfin un autre Français qui m'a prêté un appart pendant 1 mois. Et là à ce moment-là, donc là ça faisait déjà 4 mois que j'étais au Cameroun. Et en fait, mon copain réussit à prendre un vol pour me rejoindre de Nouvelle-Zélande, pour me rejoindre au Cameroun. Donc du coup, on s'est retrouvés. Du coup, on a été séparés un peu plus longtemps que prévu. On devait être séparés 3 mois, on était séparés 5 mois, mais il a réussi à me rejoindre au Cameroun. Donc là, on est parti 1 mois au bord de la mer. Et ensuite, on est revenu à Yaoundé. Donc pareil, appartement prêté par un Français trop sympa. Le gars, on le connaissait même pas, juste une annonce sur Facebook. Et le gars, on l'a jamais rencontré. Il nous a juste lâché ses clés par l'intermédiaire du gardien qui nous a laissé dormir chez lui pendant 1 mois. Voilà. Et après, il y avait une franco-camerounaise qui nous a laissé dormir dans son Airbnb. Et en fait, en échange, je lui ai fait un site internet, donc avec photos et vidéos. Voilà. Pour son Airbnb. En échange, on a été hébergés gratis pendant ce temps-là, quoi. Je suis impressionné du troc, en fait. L'échange de services, comme quoi ça marche et tu peux vraiment te débrouiller et trouver des logements grâce à ça. Ouais, carrément. Et en fait, du coup, vu qu'on avait le logement, bon, la nourriture, tout ce qui est fruits, légumes, ça coûte peu cher, en fait, au Cameroun. Bon, les supermarchés, c'est plus cher, mais du coup, on a réussi quand même à se débrouiller avec un mini budget. Parce qu'en fait, le but aussi, c'est que moi, normalement, j'aurais déjà dû rentrer au mois de juin. Donc en fait là je suis vraiment à la fin de mes économies. Donc en fait moi il fallait absolument que je trouve un logement et puis c'est assez cher en fait les logements au Cameroun quoi. C'est presque des prix français quoi. Enfin c'est des prix français d'ailleurs. Donc moi il y avait pas moyen que je loue un endroit et puis en plus il y avait l'incertitude en fait de savoir combien de temps ça allait durer. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai bougé de 1 mois en 1 mois en 1 mois à faire des plans sur le mois suivant et j'avoue que c'était un peu stressant quand même parce que en fait à chaque fin de mois j'étais là bon mince faut que je trouve un logement gratuit pour le mois prochain, qu'est-ce que je vais faire, donc voilà. Et en fait franchement s'il y avait pas eu la page Facebook des expats au Cameroun je sais pas, j'aurais fait autrement, mais ça m'a bien aidé quoi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tous tes voyages il faut utiliser en fait les communautés de Français d'expats, ça a l'air d'être assez utile. En fait, normalement, je le fais peu. En fait, j'avais déjà fait avant, mais pour faire du house sitting volontairement. Genre, il y a des moments dans mon voyage où j'ai voulu me poser un peu quelque part. Donc, en fait, je proposais à des Français de garder leur maison pendant qu'ils partaient en vacances ou parfois de garder leur chien. Ça marchait bien. Mais en principe, pour le logement, enfin, c'est pour des logements un peu plus longs. Mais normalement, pour le logement plus court, je le fais pas parce qu'en fait, pour moi, en fait, rencontrer des Français, c'est pas le truc le plus intéressant. Enfin, si je visite les pays, en fait, je préfère être hébergé chez des locaux, quoi. Donc là, si je comprends bien, t'es au Cameroun. C'était un peu la fin de ton voyage. Scoop, je suis plus au Cameroun. Ah, t'es plus au Cameroun? T'es où? Non, je viens de quitter le Cameroun et d'arriver au Nigeria. Et en fait, les frontières terrestres sont toujours fermées. Mais en fait, j'en pouvais plus, quoi. Ça faisait 8 mois que j'étais au Cameroun. Je me suis dit, bon, je vais quand même tenter ma chance, quoi. Et puis, en fait, j'ai réussi à passer la frontière. Donc là, je suis au Nigeria. Donc voilà. Si je dis pas de bêtises, après la géographie ça remonte à longtemps. Le Nigeria, c'est en dessous du Cameroun. C'est à gauche, à l'ouest du Cameroun. Donc là en fait, faut que je remonte l'ouest de l'Afrique.
Et je pense que ça va être un peu, je vais y aller lentement en fait parce que déjà il y a plein de frontières qui sont fermées, donc c'est pas si évident que ça de passer les frontières vu qu'elles sont fermées. Et en fait certains pays demandent les tests Covid, donc en fait là je vais devoir faire des tests pour presque chaque pays pour le pays suivant. Et pareil, il faut que je fasse les demandes de visa, donc dans chaque pays il va falloir que je fasse mon visa et mon test Covid pour avoir le droit d'aller dans le pays suivant, quoi. Donc voilà. Donc le but, c'est de remonter la côte ouest de l'Afrique pour arriver au Maroc et rentrer par l'Espagne et la France. Ouais, c'est ça. Et là, tu te donnes combien de temps pour y arriver, en fait, vu qu'on arrive sur la fin? Franchement, en fait, ça dépend tellement pas de moi, c'est difficile, quoi. Ça va dépendre des frontières, ça va dépendre. En fait, à un moment là, je m'étais dit bon, j'essaie d'arriver en France pour Noël et pour faire une surprise, mais en fait, c'est impossible que je puisse arriver à Noël. Je me suis dit bon, je vais essayer au moins d'arriver au Maroc. Puis là, je suis en train de me dire non, mais en fait, je vais pas réussir à arriver au Maroc. Donc là, mon nouvel objectif, c'est d'arriver au Sénégal pour Noël. C'est vrai, parce que là, on est fin novembre. Peut-être Noël 2021. Ça peut être un bon plan. Ah bah oui, attends, c'est sûr, j'espère vraiment que j'y serai, quoi. Déjà, j'aurais déjà dû être là, j'aurais déjà dû être en France depuis le mois de juin, mais ouais, j'espère revenir en France début 2021, quoi. Au final, mon tour du monde, je pensais que ça allait durer 7 ans, ça va plutôt être 8 ans, quoi. Qu'est-ce que tu comptes faire à ton retour en France si t'as prévu quelque chose? C'est très flou. Je m'étais dit que justement pour mieux m'adapter à mon retour, qu'il fallait que je fasse des plans, tout ça. Mais en fait, les plans que j'avais sont complètement tombés à l'eau avec le Covid. Normalement, il y avait un plan de retour, mais voilà, le plan est tombé à l'eau. Donc je n'ai pas de plan à nouveau. Donc et maintenant, en fait, j'ai vraiment du mal à me projeter. Enfin, mon but, c'est juste de rentrer en France, quoi. Et je pense qu'une fois que je serai en France, en fonction de quand j'y suis et tout, là, je pourrais faire des plans. Voilà. Après moi, j'aimerais reprendre un boulot de journaliste caméraman. Mais voilà, après c'est flou. Où est-ce que je vais habiter exactement en France? Est-ce que, je sais pas, là, avec tout ce qui se passe en France, ça fait un peu peur. Est-ce que je veux vraiment rester en France? Bref. Déjà, je vais arriver en France et après je ferai des plans. Et voilà. Mais il y a un point que je voulais aborder dans ce podcast parce que tu l'as abordé dans tes vidéos que je conseille. Il y a ta chaîne YouTube parce qu'il y a des super vidéos super bien produites. Donc si ça vous intéresse, je mettrai les liens. À un moment, tu poses une question en Namibie. J'ai pas eu le temps de toutes les regarder, mais il y a un monsieur qui te répond en français et dit les sécheresses sont de plus en plus dures. On voit de moins en moins d'oiseaux, de scarabées. Toi, ça fait 7 ans que tu voyages. T'as voyagé dans des pays extrêmes, hein. L'Afrique, je pense que t'as été dans les zones arides. À l'inverse, t'as fait l'Alaska où t'as été dans des zones très froides. Est-ce que toi, t'as observé des changements ou écouté des gens qui t'ont témoigné justement cette vision ou ce ressenti d'un dérèglement climatique? Ouais, franchement, à peu près partout dans le monde entier, il y a des gens qui m'ont parlé des changements climatiques. Alors au tout début, je me suis dit en Amérique latine, il faisait anormalement doux sur la côte ouest de l'Amérique latine, et tout le monde disait oui, c'est le phénomène El Niño, c'est un genre, c'est une histoire de courant, je sais plus si c'était un courant marin ou un courant de vent qui fait qu'il arrive genre tous les 10 ans et qui rafraîchit la côte ouest et tout. J'étais bon, d'accord, ok. Et puis en fait, quand je suis arrivé, quand j'ai traversé après l'Amérique du Nord vers Montréal, bah en fait les températures étaient anormalement chaudes. Donc du coup, ça pouvait pas être le phénomène d'El Niño. Donc je me suis dit ouais, en fait ce truc de El Niño, il avait bon dos, quoi. Donc là je suis arrivé et je me souviens pour Noël, ils avaient jamais vu ça, il faisait 17 degrés alors que normalement il fait moins 17, quoi. Il y a de la neige et là il y avait pas de neige et il faisait 17 degrés, quoi. Tout le monde était un peu en panique, comme mon Dieu, ça y est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et après dans les océans, quand je suis allée au Japon, je suis allée en ferry stop, il y avait des gars qui observaient, qui comptaient les méduses sur le bateau, et en fait ils disaient mais il y a une multiplication incroyable des méduses, ce qui était un gros problème pour l'industrie de la pêche, parce qu'en fait il y a un réchauffement des eaux, donc vu que les méduses elles aiment bien l'eau chaude, il y a de plus en plus de méduses. Pareil en Australie, en fait il y avait des attaques de requins dans des zones où avant il y avait pas de requins parce que justement les courants, les températures s'étaient réchauffées, donc les requins n'allaient plus au même endroit. Enfin, c'était un peu partout en Asie. Je me souviens aussi, il y a un fruit là qui est dégoûtant, s'appelle le durian.
Mais eux, ils adorent ça. Et en fait, là, ça faisait 2 ans que leur arbre à durian, il avait pas donné de fruits. Et en fait, ils disaient, mais en fait, ça fait aussi 2 ans que, en fait, qu'il y a plus vraiment de saison des pluies et saison de sèche. Enfin, il fait sec en saison des pluies, il pleut en saison sèche, et du coup, c'est certainement à cause de ça que l'arbre produit plus le fruit, quoi. Donc voilà. Et là, en Namibie, pareil, il y avait des sécheresses anormales. Ils avaient pas vu ça depuis genre 10 ans, quelque chose comme ça. Mais là, il y avait vraiment genre des troupeaux entiers qui mouraient, quoi. Donc voilà. Donc je crois que c'est un peu partout où les gens parlent de ces changements, ouais. Ah ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour et ton point de vue, parce que on a des températures de plus en plus chaudes en France, mais on sait pas ce qui se passe tout le temps à droite à gauche, même si on a des infos, et c'est bien d'avoir un regard concret de ce qui se passe, et toi tu l'as vécu. On arrive dans la dernière partie, donc c'est des questions courtes. La première, vu que tu as l'air d'être la pro du stop, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et auditrices pour faire du stop? Alors, le conseil que je donnerais pour faire du stop, c'est vraiment de suivre son intuition et de pas se forcer. Et s'il y a un conducteur qui s'arrête et que t'as une mauvaise intuition ou que tu trouves qu'il a une sale tête, ça sert à rien de se forcer. Il faut mieux savoir dire non et oser dire non et inventer un mytho et pas monter dans la voiture. Ça sert à rien de. En fait, faut que le stop, ça reste un truc sympa et marrant et voilà, et que ça devienne pas quelque chose où on est mal à l'aise et où on a peur. Et pareil, je pense que c'est pas mal la première fois de faire du stop quand même, de le faire avec une amie ou avec quelqu'un qu'on a déjà fait, qu'elle puisse un peu nous expliquer genre un peu les bases et tout, quoi, pour être plus à l'aise. Quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos éditeurs? Et la dernière, ça sera, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Corinne, c'est ça. Corinne Sombrin, qui a écrit un livre en fait sur son voyage en Mongolie, quand elle a découvert qu'elle était chamane. Voilà, mon initiation chez les chamans, où elle raconte comment elle a appris à rentrer en transe et tous les trucs comme ça. C'est assez fou son histoire. Et d'ailleurs, il y a un film qui a été fait, mais par contre le film est un peu pourri. Mais le bouquin est bien. Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Il y a un Québécois, Daniel, qui a un projet qui s'appelle Changing Habits. Alors lui, en fait, il a fait un voyage pendant 2 ans. Et en fait, son but, c'était de faire des vidéos sur les initiatives écologiques autour de la planète. Et quand je l'ai rencontré au Laos, j'avais trouvé que son projet était vraiment top. Et maintenant, il est retourné vivre au Québec. Et en fait, maintenant, il essaye en fait de proposer des initiatives écologiques aux entreprises et de voir en fait comment elles peuvent être davantage écologiques dans leur manière de faire, quoi. Et voilà. Et du coup, j'avais trouvé que son projet était cool et ça m'intéresserait parce que du coup, je sais pas exactement ce qu'il fait, parce que là, en fait, vu qu'il y a eu le Covid et tout, je pense qu'il a été un peu bloqué dans son élan. Mais voilà, je trouvais que le projet était assez cool. Merci pour la proposition. Et où c'est qu'on peut te retrouver? Tu peux me retrouver sur Le Monde sur le pouce, c'est le nom de mon blog, et pareil Facebook, Instagram, Le Monde sur le pouce. Bon, super. Merci pour ton temps. Vous pouvez suivre donc toutes ces aventures sur les réseaux sociaux, et on a hâte de te retrouver en France pour expliquer la fin du périple. Ouais, carrément, avec plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée Florence, et à bientôt. Ça marche, au revoir. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.